un autre coup dur qui vous a affecté encore pendant cet exil-là. En plus d'être éloigné de cette terre que vous avez choisi volontairement d'habiter, vous avez encore, pendant il y a quelques semaines, perdu Jerry Rawlings. On sait plus ou moins que vous étiez très proche. Proche s'entend que nous n'allons pas verser dans les ragots de certaines presses ghanéennes qui essaient de vous faire passer pour sa maîtresse et que vous auriez même eu un fils avec lui. Mais nous savions que vous étiez très proche. Ça a été un coup dur pour vous, Nathalie. Un coup dur personnellement pour moi, pour sa famille, mais pour l'Afrique aussi. Le président Rawlings, Jerry Rawlings, est un mentor, un baobab pour la souveraineté, la conquête de la souveraineté africaine, l'affirmation de notre culture, pour la construction d'un mental fort, pour la lutte contre la corruption. Et le plus grand héritage qu'il a laissé au Ghana et qui se perpétuera ad vitam aeternam, c'est la démocratie. C'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, par 2 coups d'État d'ailleurs, et qui a réussi à transformer ce coup d'État en essence d'une démocratie pérenne pour le pays. Il a mis en place le cadre législatif, électoral, qui permet des élections apaisées, des élections joyeuses tous les 4 ans, des alternances sans qu'il n'y ait un seul mort. Il a quitté lui-même le pouvoir de façon tout à fait pacifique et sereine. Et d'ailleurs, lorsqu'il a quitté le pouvoir, c'est quelqu'un de l'opposition qui a gagné. Il a contribué au changement de mentalité des Ghanéens, ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'il arrive au Ghana, jamais les Ghanéens n'accepteront de revenir en arrière. Et ce monsieur, bon, c'est vrai, il avait déjà 73 ans, mais 73 ans, il était encore en pleine forme. Et contrairement à mon ami dont je parlais tout à l'heure, là, c'est venu vraiment de façon très, très subite. Aucun de nous n'était préparé à ça. Et ça va être dur d'avoir de nouveau en Afrique une telle figure. Vous savez, de son vivant, il n'a jamais accepté qu'on nomme un édifice ou une rue ou quoi que ce soit à son nom. Et un jour, j'ai discuté avec lui et je lui ai demandé « Mais pourquoi tu veux pas qu'on nomme quelque chose à ton nom ?» Et il m'a dit non, parce que ce que j'ai fait, tous les Ghanéens l'ont dans le cœur. Et je lui ai dit, tu sais, la meilleure chose qui porte ton nom au Ghana, c'est la démocratie. Et maintenant qu'il n'est plus là pour voir l'aboutissement de notre lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, cela me motive encore plus pour continuer, pour faire aboutir ce combat. Il était résolument à nos côtés dans ce combat contre la France-Afrique, contre le franc CFA, contre les dictateurs, les corrompus, les népotistes. Et il est de notre devoir, pour faire vivre son héritage, de combattre le bon combat, celui de la justice, de la liberté, de la souveraineté qu'il menait, qu'il incarnait. Merci. Et nous dirons même que nous ajouterons que bien évidemment nous inclinons devant la mémoire de ce grand homme et vous traduisons encore nos sincères condoléances encore. Et nous dirons que pour nous, notre génération, c'est la plus grosse perte, c'est la deuxième grosse perte générationnelle après Thomas Sankara en 84. Nous avions, c'était 2 bons amis. Ils étaient très amis. Nous étions très gosses, mais nous avions beaucoup d'estime pour ces 2-là. Ils étaient très amis et comme je le disais tout à l'heure, il était le président d'honneur du Comité international pour le mémorial Thomas Sankara. Donc c'est également tout ce comité qui est en deuil. Il portait ce dossier vraiment à bout de bras. Il secouait partout. Je suis allée plusieurs fois avec lui au Burkina Faso. J'ai assisté en son nom à des conseils de gouvernement au Burkina Faso pour faire avancer ce dossier.
je suis certain que Thomas et Jerry, de là où ils sont, nous regardent et nous disent de continuer la lutte. Nous espérons que les générations seront entretenues les graines qu'ils ont sémées justement, non seulement pour leur faire honneur et puis faire honneur à la dignité africaine pour laquelle ces deux individus-là se sont battus. Alors revenons donc à Mamadou Coulibaly. Nous avons connu les élections du 30 octobre 2020, 31 octobre 2020. Nous allons y revenir pour savoir comment vous vivez la crise électorale. Je dis électorale parce qu'il y a une crise pré, post. Donc je résume tout ça en crise électorale, comment vous vivez cette crise-là depuis ici. Mais déjà, depuis un moment, on n'entend plus pratiquement Mamadou Coulibaly. C'est le silence plat de son côté. Les justices de Coulibaly ne passent plus. Alors, comment vous entendez sa conseillère exclusive et exécutive, nous savons que vous êtes mieux placé, bien placé déjà pour nous parler de cette situation parce qu'elle peut sembler non commune dans cette situation, dans ce contexte grave de crise, inhabituel dans ce contexte grave de crise que la Côte d'Ivoire connaît. Elle peut sembler inhabituelle, mais elle ne l'est pas. Bon, c'est vrai que la situation en Côte d'Ivoire est particulière. Il y a eu une parodie d'élection qui s'est déroulée dans un cadre de complète illégalité et les personnes qui respectent la Constitution ont constaté donc que le président de la République a amené la Côte d'Ivoire hors la loi. Et donc, on a annoncé une transition. C'est une équipe, hein, c'est vraiment plusieurs forces de l'opposition, de la société civile, etc., qui s'unissent pour dire on ne laissera pas violer notre Constitution. Le professeur Coulibaly, lui, en tant qu'individu, ça fait des années qu'il s'exprime. Je crois qu'il n'y a aucun politicien, aucun homme politique qui s'exprime autant que le professeur Coulibaly en Côte d'Ivoire. Chaque semaine, depuis 3 ans, tous les jeudis, vous en avez parlé, chaque semaine, depuis 3 ans, il explique une partie de son programme où il commente l'actualité et met en face les propositions que lui apporte pour remédier à certains problèmes, donne des impulsions, essaye d'aboutir à un changement de mentalité. Il le fait depuis plus longtemps que ça, mais dans la forme des jeudis de Coulibaly, c'était vraiment depuis 3 ans. Et nous pensons que maintenant, il est temps qu'il prenne un peu, qu'il fasse silence peut-être pour qu'on l'entende mieux. Car beaucoup de gens aiment ce qu'il dit, réfléchissent à ce qu'il dit, mais on ne peut pas rester dans le verbal. Il faut passer à l'action. Et pour beaucoup de personnes, je crois, regarder les jeudis, liker et partager, c'était le summum de leur action. De leur engagement. Alors nous avons décidé d'arrêter un peu ça pour que les gens se remettent en question eux-mêmes. On a tout dit, on a tout proposé. On propose des réformes pour le foncier, pour la justice, on propose des réformes pour le cadre législatif des élections, parce que c'est le b.a.-ba. Si vous avez la possibilité d'aller choisir sereinement quelqu'un, sans que l'élection soit volée, biaisée, fraudée, truquée, la personne vient avec un programme, l'implémente, et puis au bout de 5 ans, on voit si ça nous a convenu, on renouvelle. Si ça ne nous a pas convenu, on lui dit, bon, tonton, va te reposer, on va choisir quelqu'un d'autre, on va essayer autre chose. C'est pas la fin du monde. Donc toutes ces propositions, il les a faites, il les a déclinées, il les a modélisées, il les a implémentées, il a donné le mode d'emploi pour y arriver. Mais à un moment donné, il faut bien que les gens se soulèvent de leur chaise, de leur salon, et puis se mettent à agir. Alors c'est vrai que je reçois personnellement énormément de commentaires, de demandes, de comment ça va, pourquoi il ne parle plus, il faut qu'il parle. Je pense qu'il a suffisamment parlé pour l'instant. Il reparlera bien sûr, mais aujourd'hui Mamadou Coulibaly est dans l'action. Il est sur le terrain, lui il a laissé la parole, il est sur le terrain.
Et ils travaillent à ce que voilà, la désobéissance civile soit effective en Côte d'Ivoire. En un mot, il demande à tous ses fans, tous ses followers d'abandonner Internet comme lui l'a fait et puis de le rejoindre sur le terrain. Parce qu'il est sur le terrain. De quitter les claviers. On peut faire les deux, hein. Rien n'empêche de faire l'un et l'autre, mais c'est vrai que pour l'instant, nous avons pensé, choisi le terrain. En ce qui concerne Mamadou Koulibaly, de faire une pause parce que c'était trop pratique de l'entendre parler et d'avoir une bonne conscience. On n'est plus à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire où on peut se contenter de 2 clics. Il faut agir. Il faut agir sur plusieurs fronts, sur plusieurs terrains pour que ce cauchemar prenne fin. Espérons que le peuple de Côte d'Ivoire entende ce message. Alors donc, nous y sommes là en plein dans la crise électorale que la Côte d'Ivoire connaît. Cette crise-là qui est due à la volonté d'Alassane Dramane Ouattara de faire un 3e mandat anticonstitutionnel avec à la clé une parodie électorale le 31 octobre 2020. Comment Nathalie Yam vit ces moments-là? Parce que je sais que dans une période de crise comme ça, le meilleur théâtre opérationnel pour vous aurait été d'être sur place à Abidjan. Clairement, beaucoup de regrets de ne pas être là, parce que c'est le moment justement où on aurait besoin d'avoir le maximum de personnes sur le terrain pour entrer chez les gens, les motiver, les faire sortir, et puis bon... donc vraiment le regret de ne pas être là, mais bon, j'ai été là à plusieurs grands moments. Et même nous ici dans la diaspora, nous avons notre rôle à jouer. Alors faut pas se dire que la diaspora doit rester derrière les claviers et puis c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui doivent aller au charbon. Nous avons aussi ici beaucoup à faire et nous le faisons d'ailleurs avec Omar Sori, la délégation leader suisse. Nous continuons de travailler à l'international pour carchériser les mensonges du narratif de Ouattara et de son parrain français pour motiver les uns et les autres, pour soutenir nos camarades qui sont au front en Côte d'Ivoire. Il y a énormément à faire. Mais vraiment, c'est un moment où j'aurais... Alors il y a certaines personnes qui me disent « Ah, mais c'est beaucoup mieux que tu sois pas là-bas parce que tu aurais été parmi les premières personnes qu'on aurait arrêtées. » Je rappelle aux gens qu'on m'a arrêté. C'est vrai qu'on ne m'a pas envoyé à la Maca. Peut-être que j'aurais été parmi les premières victimes. Mais vous voyez, quand on voit les horreurs qui se déroulent, quand on voit les massacres qui se passent, quand on voit comment le pouvoir ignore ces pertes de vies humaines, ces destructions de vies humaines, de biens, quand on voit comment le pouvoir bafoue les droits des uns et des autres, on se dit que quel que soit l'endroit où on est, que ce soit à Abidjan ou à Tengrila, que ce soit en Suisse ou en Angleterre, aux États-Unis, que ce soit à Boisseau ou à Mans, chacun doit faire sa part. Si chacun fait un petit quelque chose, alors cela permettra d'accélérer la chute de ce régime et permettra au droit, à la justice, de faire leur retour en Côte d'Ivoire et cela entraînera forcément l'apaisement de la situation. Je suis plus motivée que jamais, J'espère que le nombre de pertes en vies humaines n'explosera pas dans les prochaines semaines, parce que je sais que sur le terrain, notamment à l'intérieur du pays, les gens sont très motivés à ne pas laisser cette forfaiture s'éterniser dans le temps. Je sais aussi qu'en face, on a affaire à des voyous qui arment des délinquants, qui équipent des délinquants avec des machettes, des gourdins, des kalachnikovs, des fusils, qui veulent passer par la terreur pour freiner tout le monde.
Mais je pense qu'on est arrivé en Côte d'Ivoire, en tout cas pour certains, le point où la colère dépasse la peur est arrivé. La question, c'est de savoir est-ce que ça se répandra dans tout le pays de cette même façon. En tout cas, moi, ma colère est très grande. Oui, vous n'êtes pas la seule. Justement, vous y avez déjà mis, comme on le dit, le pied dans le plat. C'était la dernière question de notre entretien avec vous, qui a été riche en informations et en leçons. Et si vous devrez aujourd'hui, pour terminer cette causerie, vous adressez justement aux Ivoiriens, à ces Ivoiriens qui sont encore mobilisés en Côte d'Ivoire, aux familles des victimes, aux blessés, aux familles des décapités. Si vous devez lancer un message à ces Ivoiriens aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur direz? C'est votre dernier message aux Ivoiriens avant la fin de l'entretien. Mon premier message, ce serait d'abord de leur dire Yako, pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille, des proches. Yako également à ceux qui sont blessés, mutilés, à ceux qui ont perdu des biens, à ceux qui ont perdu la liberté, qui sont emprisonnés. Yako. Il est très rare que les révolutions se passent sans qu'on ait à payer un prix. Certains s'en sortent sans trop payer de pots cassés, d'autres perdent leur vie et puis il y a tout ce qui se passe au milieu. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fait pas pour un homme ou pour une femme. On le fait pour un pays, un continent. Les gens comme moi, qui avons 2 nationalités, ou certains en ont 3, 4, on peut se dire, on a toujours le moyen de repartir ailleurs. La majeure partie des Ivoiriens n'ont que la Côte d'Ivoire. Ils n'ont que la Côte d'Ivoire. C'est leur pays, c'est l'endroit là où ils sont chez eux. Normalement, un Africain est chez lui partout en Afrique, mais comme le colon a bien fait son travail de division, on est toujours en train de voir le voisin comme un intrus alors qu'on est tous chez nous. Et aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique francophone, il y a des pays qui ont payé un prix lourd pour l'indépendance. Le Cameroun a payé un très lourd tribut pour la lutte pour l'indépendance, que la Côte d'Ivoire n'a pas payé à l'époque, parce que la Côte d'Ivoire et le Gabon étaient les précarés réservés de la France. C'était le 21e et 22e arrondissement de Paris, quoi. Aujourd'hui est venu pour les Ivoiriens le moment de la lutte pour l'indépendance. Et les Occidentaux, les Français, l'État français, pour eux, vos vies ne comptent rien. Ça ne compte rien. Les Noirs, c'est comme si c'est des animaux, qu'ils se tuent pas, qu'on les tue pas, qu'ils meurent pas. On s'en fiche, on s'en gabarre. Le moment est venu, aujourd'hui, de vraiment être conscient de ce qui se joue. Les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, les risques que vous allez prendre, vous ne les prenez pas pour quelqu'un, vous les prenez pour vous-même, vous les prenez pour vos enfants, pour que la situation s'améliore. Il y a ceux qui coupent les routes, qui barrent les routes, qui bloquent les accès, etc. Il y a ceux qui vont prendre des dossiers et puis les amener à la justice internationale, puisque la justice nationale n'existe plus. Donc, amener certains de ces dossiers devant la justice internationale pour que réparation ait lieu pour les victimes. Et puis, il y a ce que vous et moi et tout un chacun peut faire sans vraiment mettre sa vie en danger, mais qui peut nous permettre de porter des coups sévères à notre adversaire. Et je voudrais appeler à ce que chacun se rende compte de l'efficacité de ce qu'un boycott peut nous permettre d'obtenir. La France-Afrique, on l'a déjà dit, c'est un système avec une dimension politique et une dimension économique.
les multinationales. D'ailleurs, quelqu'un disait on peut l'appeler la multinationale Afrique maintenant, parce que c'est vraiment le magma des multinationales et du rapatriement des bénéfices et des flux illicites, etc. Si on commence à targeter les piliers économiques de cette France-Afrique, on va les affaiblir. J'ai pris l'exemple d'Orange, parce que Orange, c'est l'État français, c'est une société publique française. Il y a Air France. Alors, on peut aller en Côte d'Ivoire sans prendre Air France. On peut aller en prenant Turkish Airlines, en prenant SN Bruxelles, en prenant... Il y a plein, hein, on peut vraiment... Emirates, c'est un peu plus long, mais... Éviter les produits français. Éviter les produits, les services français, là où c'est possible. On n'est pas obligé d'aller faire ses courses chez Carrefour ou chez Place. On peut aller acheter sa tomate au marché, on peut aller acheter son poisson au marché, on peut trouver des endroits où on achète. On n'est pas obligé d'acheter son gaz chez Total, ni d'aller prendre de l'essence dans une station Total. On n'est pas obligé d'acheter des parfums français. Touchons-les là où ça fait mal. Touchons-les au porte-monnaie. Pour ça, on ne vous demande pas de descendre dans la rue, on ne vous demande pas d'aller couper des arbres ou bloquer des rues, mais jetez votre puce Orange. C'est un petit geste pour vous, mais c'est quelque chose qui fera avancer la lutte. Pareil, on a cette télévision qui pollue. Peut-être que... Vous savez, il y a quelques années, j'ai décidé de ne plus payer la redevance RTI. Oui. Parce que leader, et puis à l'époque son président, et nous-mêmes, les militants, nous ne passons jamais à la RTI. Oui. Et pourtant, sur chaque facture d'électricité, on me prélevait mes 2000 francs de redevance RTI. Donc j'ai décidé de payer mes factures d'électricité sans payer les 2000. Mais bon, j'avais annoncé ça sur Internet, comme j'étais très suivie, les gens m'ont regardé, et puis la CIE était au rebond. Je crois le 3e mois où j'ai pas voulu payer, ils ont dit à ma ménagère que j'avais envoyé pour payer, que si vous ne payez pas les 6000 qui restent là, on va venir couper pour dire ça à ta madame là-bas. Mais si demain 100 000, 200 000, 300 000 personnes, je ne sais pas combien de clients sont à la CI, mais si ce n'est pas une personne qui fait ce boycott des 2000 francs, mais 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui décident de ne plus payer la redevance RTI, la CIE ne pourra rien faire. Parce que s'ils coupent le courant chez eux, ils vont gagner quel argent? Tout à fait. Donc, il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on arrête de payer des impôts. Il faut qu'on arrête de payer des impôts. Mais il ne faut pas qu'une seule personne arrête de payer des impôts. Il faut que toutes les entreprises, les hommes d'affaires qui se disent que bon, vraiment, on veut un pays où on peut faire des affaires librement, où on peut avoir la libre concurrence, où on peut faire des trucs, la stabilité, etc. Il faut qu'on arrête de payer des impôts pour contraindre ce gouvernement illégal à dégager et puis permettre la mise en place d'un cadre électoral qui va faire émerger une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Si c'est une seule entreprise qui le fait, elle sera poursuivie. Mais si c'est des centaines et des milliers d'entreprises qui le font, ça va être difficile de tous les poursuivre. D'autant plus que, bon, on n'est pas nécessairement reconnu pour notre système informatique très performant et notre connexion des données très performante. Donc, mon appel aux Ivoiriens, c'est vraiment de dire, c'est pas le moment de faiblir, ce gouvernement est atteint. M. Ouattara se trouve aujourd'hui comme dans la situation de quelqu'un qui a traversé une rivière jusqu'à sa moitié et qui ne sait pas s'il doit avancer ou reculer. Nous, les hommes et les femmes politiques, nous menons une partie du combat. Nous théorisons, nous donnons des idées, nous donnons une direction, mais derrière, c'est chaque citoyen qui doit, à son niveau, implémenter dans le contexte de sa vie personnelle les mots d'ordre, comme on dit. Alors si on vous dit désobéissance civile ou boycott, bon, si je n'ai pas de voiture, je ne vais pas dire je boycotte Total. Mais si j'ai une puce Orange, je vais chez Move, je vais chez MTN, je fais un autre truc, je choisis d'autres moyens. Si chacun le fait, ce gouvernement va tomber comme un fruit mûr, comme disait l'autre.
va tomber comme un fruit mûr. Mais si vous attendez que ce soit juste un petit groupe de personnes qui fassent tout, qui disent tout, qui décryptent tout, alors ce monsieur a de beaux jours devant lui. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui sont en danger, c'est toute l'Afrique francophone qui est menacée. Si Ouattara et Macron réussissent à pérenniser la France-Afrique en Côte d'Ivoire, qui devient d'ailleurs la multinationale Afrique. Multinationale Afrique. Oui, parce que ça se dématérialise, c'est-à-dire France-Afrique, c'est le vieux nom. C'est le vieux nom, mais derrière, c'est vraiment des intérêts économiques. Dedans, vous trouvez des entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises françaises, mais qui font, dans le canal des flux illicites, tirent leurs bénéfices et puis redonnent une partie à la France après pour qu'elle puisse continuer à financer ses djihadistes, ses guerres, ses bases militaires, etc. Donc, ne faiblissez pas. Le monsieur est mélangé. Les actions que vous menez dans le cadre de la désobéissance civile depuis plusieurs semaines bloquent et ont un impact sur le gouvernement. Mais il faut que cet impact grandisse. Il faut qu'il devienne vraiment comme un carcan qui va contraindre ce gouvernement à céder et à dire « Ok, on a fait ce qu'on a pu, mais là, maintenant, on est obligé de plier devant la volonté de démocratie, la volonté de liberté, la volonté de souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. » Ne faiblissez pas. Merci Nathalie Niang. Chers téléspectateurs, vous étiez à Je vois bouge pas, la rubrique de satire et de traitement de l'actualité politique sans langue de bois. Merci encore Nathalie Niang de l'honneur que vous nous avez fait de participer à cette rubrique-là. Et bonne année encore, je dirais joyeux anniversaire d'arriver en Suisse. Et nous espérons, tout le mal que nous pouvons vous espérer, c'est d'avoir encore la niaque, la haine nécessaire, la force nécessaire de tenir bon et de mener votre combat. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.